Product Delivery, aujourd'hui nous arrivons donc à la 4e vidéo si je compte bien. Et je compte bien pourquoi? Parce qu'il y a d'abord eu la vision d'ensemble de ce que c'est l'approche produit. Après nos premières étapes, Product Strategy pour enlever le flou, filtrer par valeur. On arrive sur la partie Product Discovery par rapport à la bonne problématique qu'on sait le faire, la partie faisabilité. Et là on arrive dans la partie Delivery où justement on va devoir réaliser le produit qui va partir en production. On va devoir réaliser le produit qui va partir en production. Globalement, ce qui va se passer, c'est que des fois j'ai un produit puis je vais ajouter des choses dessus, mais ça change pas grand-chose à l'approche. Bon, après, qui je suis pour raconter tout ça? Samuel, je suis Technical Operation Manager chez Pixis. On arrive donc là, qu'est-ce que j'ai avant pour être capable d'arriver là? Donc, fin Product Strategy, j'ai détouré une ambition, je sais pourquoi je voulais faire les choses, je suis sorti du flou, je sais quelle est ma valeur. Sur la partie Product Discovery, on a beaucoup dérisqué la problématique, la solution. Donc quand je dis qu'on a dérisqué, c'est d'un point de vue utilisateur, aussi d'un point de vue cash business, et aussi d'un point de vue technique, je sais le faire. Une fois qu'on a fait tout ça, eh ben on va partir sur la partie Product Delivery. Entre guillemets, il n'y a plus qu'à faire. Et là, la partie incertitude, on va plutôt la gérer au niveau date. Pour faire un petit détour, en général, quand on parle de time to market, donc le temps qu'on met à aller sur le marché, souvent ce qu'on compte, c'est depuis le début du discover jusqu'au moment où on a activé en production. Donc ça inclut toutes les étapes de product discovery, toutes les étapes de product delivery et un tout petit peu du product learning au moment où on active. Donc c'est là où c'est quand même intéressant, si possible, d'être capable d'aller vite pour avoir une boucle de feedback courte. La théorie sur la partie product delivery, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'on doit faire face à l'incertitude et que la vitesse, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que plus les boucles de feedback sont courtes, plus on apprend vite et moins on fait des choses qui servent à rien. Donc en gros, c'est là où on dit souvent, il n'y a rien de plus inutile que de bosser sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas bosser. Et donc là, on considère qu'on ne peut pas être dans une approche prédictive et être capable de tout savoir. On est dans un mode adaptatif, d'où il faut aller vite. D'où c'est hyper important d'avoir l'ambition et de ne pas partir sur un projet à 18 mois, parce que ça m'a détouré mon Big Rocks. Après, j'ai mes lots de valeurs, pareil, qui sont... Un lot de valeurs, c'est pas un lot de delivery. Parce que quand on fait des lots de delivery, en général, ce qui se passe, c'est qu'on livre tout à la fin. On n'est pas capable de prendre un Big Rocks et de le livrer au fur et à mesure. Tout ça, c'est quoi ? C'est de la perte de temps. Alors, qui dit perte de temps dit que la boucle de feedback, elle est plus longue. Et éventuellement, on va faire des choses qui servent à rien. Et surtout, on va livrer de la valeur plus tard. Pour faire ça, on va essayer de limiter l'encours, ne pas avoir trop de sujets en parallèle. Et parce que plus on a de sujets en parallèle, et moins on est efficace. Alors, c'est un équilibre à trouver. En général, on peut dire les 3 Big Rocks maximum par équipe. Et si possible aussi, il faut limiter les dépendances entre les équipes. Plus vous avez de dépendances, plus l'encours doit être faible. Et quand vous avez peu de dépendances, finalement, les équipes sont plus autonomes et peuvent avancer. Mais ça ne change rien que pour une équipe, il ne faut pas prendre trop de sujets en même temps. Je l'ai dit un peu avant, Product Strategy, c'est en général là où on met les sujets à la poubelle. Sur la partie Product Discovery, c'est souvent là où on ajuste le périmètre. Et sur la partie Product Delivery, c'est là où souvent la variable d'ajustement, c'est les dates. Après, dans la pratique, ça donne quoi ? On va rester sur nos 4 axes traditionnels, viabilité, désirabilité, utilisabilité et faisabilité. Qu'est-ce que ça donne sur la partie viabilité, sur la partie delivery ? Bon, pas grand-chose, on va pas se le cacher, parce qu'on a quand même validé comment on compte aborder le marché, comment on va gagner de l'argent. Il y a quand même 2-3 trucs qu'il ne faut pas oublier. Donc Product Update ou Release Note, il ne faut quand même pas oublier à ce moment-là que ce serait bien, surtout dans la partie B2B, de dire à nos clients ce qu'on va livrer, de leur dire quelle est à peu près la roadmap, de leur présenter ce qu'on va faire. La feature list, ce serait plus pour des sales, pour savoir ce que le produit sait faire et ce qu'on peut vendre. Et après, la partie guide utilisateur, et c'est à ce moment-là quand même en général qu'on le fait, c'est d'être capable d'expliquer ce que fait le produit. Ça paraît rien, mais c'est pas si simple que ça à faire. Et vite fait, on peut oublier des parties. Et quand un guide utilisateur il est partiel, en général, il sert à rien. Sur la partie désirabilité, sur quoi est-ce qu'on va travailler ? On va travailler sur la question du feedback. Donc, s'il y a eu des tests utilisateurs avec prototype en Product Discovery, à quoi ça sert de faire plein de démos, des choses comme ça ? Donc là, les ayatollahs du Scrum, on va dire « Ah, faut faire absolument la démo, faut inviter tous les stakeholders. Oui, mais j'ai fait des tests utilisateurs, j'ai déjà testé avec les prototypes, c'est quoi le risque qui reste encore ?» Donc, je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste qu'en général, voilà, c'est de l'adaptation à la solution. C'est plutôt concentré sur la partie Product Manager et faire venir tout le monde. Bon, il faut voir en fonction de ce que vous avez fait avant. Tout ça, c'est du pragmatisme. Donc après, on arrive sur la partie utilisabilité. Et là, je dis qu'il y a test et test. Et là, c'est là où il faut faire gaffe parce qu'on
on utilise le même mot, test, avec des significations différentes. Quand j'ai fait des tests utilisateurs, souvent dans la partie Product Discovery, donc j'ai validé la bonne utilisabilité, savoir si la personne arrivait à comprendre si le produit, comment il marchait, comment réussir à faire les actions. Là, qu'est-ce qu'on teste? On teste si l'utilisateur il arrive à utiliser le produit, on teste un peu l'ergonomie, ces choses-là. Mais on n'est pas en train de tester pour voir s'il n'y a pas de bug. C'est pas le même test. Là, on est en train de valider, dérisquer, qu'on est en train de livrer le bon produit. La partie test de recette, c'est autre chose, c'est de la conformité. On pourrait plutôt appeler ça justement de la conformité. Donc c'est dans cette étape-là de product delivery, c'est là où on va vouloir faire tout ce qui est test automatique pour être sûr que le produit il fait ce qu'il est censé faire. Alors pourquoi j'insiste sur test auto? Parce que dans l'approche produit, on va avoir des boucles de feedback courtes. Pour avoir des boucles de feedback courtes, il faut livrer très souvent en production. Je livre. Si vous faites du test de conformité manuel, vous allez pleurer. Et un jour ou l'autre, de toute façon, vous n'arriverez pas à le faire. Vous allez prendre des raccourcis. Ça va péter souvent. Vous n'arriverez pas à livrer et tout. Donc c'est là où c'est important d'avoir des bonnes exigences, des bons tests et faire que quand vous livriez, vous savez que vous n'avez pas tout pété. Donc c'est ça qu'il y a derrière les tests de conformité ou tests de recette. Sur la partie faisabilité, qu'est-ce qui reste à ce moment-là? On arrive vraiment sur la partie reste test, mais un peu de la conformité, mais c'est un peu différent parce que les tests sur la partie d'avant, c'était vérifier que ok, si j'appuie sur le bouton, il se passe bien ça. Là, c'est d'autres types de tests qu'on appelle des fois les tests non métiers ou non fonctionnels. On va retrouver les tests de performance, les tests de charge, les tests de sécurité, les tests d'opérabilité et voir au niveau ressources est-ce qu'on est bon. Pour la petite histoire, test de performance, c'est vous testez pour voir si l'appli répond bien, mais vous êtes tout seul. Et test de charge, c'est j'ai 10 millions d'utilisateurs en même temps et je vois comment je réponds. C'est ça la petite différence entre les deux. Les deux sont complémentaires. Et c'est tout sur la partie Product Delivery.